Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Tom, pour ce hors-série Oui, sur Éveil français, parce que il y a des événements comme ça qui nous prennent de court et oui, on a envie de réagir. oui, Hein. tout à fait. Donc nous avons créé tout spécialement cette rubrique de hors-série d'éveil critique parce que vous vouliez réagir sur un événement culturel euh, pour un prix Nobel qui semble ne pas vous satisfaire puisque c'est le chanteur Bob Dylan qui l'a reçu, qui l'ignorait d'ailleurs totalement, hein. Euh, Vous vouliez mettre l'accent sur un de vos compatriotes qui a fui la Syrie en 1980 pour demander la nationalité libanaise et puis ensuite fui sa nouvelle patrie, le Liban, pour la France. C'est un écrivain, c'est un traducteur, mais c'est surtout un poète, âgé aujourd'hui de 86 ans, qui était né à l'attaquer. Et c'est pour lui que vous voulez réagir aujourd'hui parce que vous considérez que le prix Nobel de littérature lui revient de droit. D'abord, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Bob Dylan, au contraire. J'estime que Bob Dylan, c'est vrai, est un grand poète, il a joué un grand rôle pour la jeunesse des années 60. Et la poésie en arabe est chantée. On dit chanter la poésie. Vous voyez, donc ce n'est pas pour me déplaire. Mais, il y a un grand mais à la française. C'est que, voyez-vous, quand on me dit que Bob Dylan est le plus grand poète du monde encore en vie, là, franchement, je tique. C'est pas du tout juste, à mon sens. C'est sûrement un grand poète. Mais le plus grand poète en vie, pour moi, au moins, c'est Adonis. Adonis, qui a été nominé ou pressenti pour le prix Nobel, je ne sais combien de fois. Il y a 25 ans, il était déjà pressenti, en 85, voyez-vous. Alors, ça me choque un peu. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il est écarté, évincé. Je pense que c'est politique, ce prix Nobel. Oui. Et que le fait qu'Adonis soit syrien en ce moment, ben je ne sais pas, ou alawite, j'espère que non, parce que. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails, si vous voulez. Je ne pense pas que le jury ait tenu compte de cela. Non, je crois que il pensait vraiment que Bob Dylan méritait cela. Et il y a de quoi, surtout qu'il s'est exprimé en anglais, il s'exprime en anglais. Aujourd'hui, la langue du monde, c'est l'anglais. Donc, oui, mais au niveau contenu poétique et concept de la poésie, je crois que Adonis dépasse de loin Bob Dylan. Enfin, c'est pour moi une évidence, une vérité de la palette. J'essaierai de l'expliquer. J'essaierai de l'expliquer. Vous voyez, Mais Adonis a fait pour la poésie arabe une révolution qui a fait date. Vous savez, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre un concept de la poésie, une pratique de la poésie chez un peuple qui se croit le plus poète au monde. Ce qui n'est pas totalement faux, je dirais. Parce que les Arabes ont existé dans l'histoire tout d'abord par leur poésie. Vous pouvez effacer tout des Arabes, mais vous ne pouvez pas effacer leur poésie. L'acte de naissance des Arabes, c'est la poésie. Anté-islamique, hein, j'entends, avant l'islam. D'ailleurs, Adonis. Alors vous voyez à quel point il fallait être génial, oui, génial, pour se révolter contre
une poésie qui est ancrée dans l'imaginaire arabe comme acte de naissance. La poésie, la poésie arabe commence par des pleurs sur les ruines de la bien-aimée, hein, un acte nostalgique. Elle a une des métriques les plus complexes de toutes les poésies du monde. Hein. Il y a je ne sais combien de mètres en arabe. On a une vingtaine de mètres courants, mais il y a beaucoup plus. Et ça, c'est dû, si vous voulez, au fait qu'il y a des longues et des brèves en arabe, comme en latin. Donc, du coup, il y a une variété métrique extraordinaire et qui se prête à pratiquement les différents sentiments humains. Hein. Ça ressemble un peu à la musique modale. Il y a un mode qui peut correspondre plus à un sentiment triste, gai, complexe, facile qu'un autre, voyez-vous. Et c'est là le rôle d'Adonis. Hein. Il a pu défier toute la tradition arabe métrique en brisant tous ses maîtres et en créant la poésie libre, ou si vous voulez, la poésie en prose. Vous me dites, oui, mais ça, bon, c'est... Je veux dire, est-ce que ça mérite autant d'admiration, d'estime? Ben, je vous dirais oui. Hein. Parce que dans la cellule du cerveau arabe, quand elle déguste la poésie, c'est une cadence, ce sont des maîtres bien précis. Et voilà quelqu'un qui arrive à exceller et à rivaliser son maître, ou en créant des rythmes intérieurs, des cadences nouvelles, de nouveaux maîtres, et là il renoue avec une tradition sémitique très ancienne, de chants populaires, qui rejoignent le cantique des cantiques, les psaumes de David, l'épopée de Gilgamesh, et ça, c'était un pari, un défi difficile à tenir, et il l'a réussi. Il l'a réussi et il a été exclu au début par toute la société arabe, toute la critique, que ce n'est pas de la poésie, et tout ça c'est dans les années 50, donc 10 ans avant Bob Dylan. Aujourd'hui, si vous voulez, Adonis a 86 ans, sa révolution poétique remonte aux années 50, vous voyez. Il a repris des poètes irakiens, une poétesse très connue, Nazek el-Malaika, qui avait déjà brisé le maître arabe. Hein. Ça ressemble un peu, toute proportion gardée, à ce que disait Victor Hugo à propos de l'alexandrin. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait une hémistiche 6 pieds, on a eu 3 fois 4. Mais en arabe, c'est 1000 fois plus complexe. Donc ça, c'est un point qu'il faut lui reconnaître. C'est un géant. Il a pu gagner le public arabe, surtout la jeunesse au départ, et petit à petit, tout le monde a reconnu ses talents et a dit, mais effectivement, on peut faire de la poésie en sortant du cadre métrique traditionnel. Et là, je lui tire mon chapeau. C'est réussi, et puis, c'est une émancipation de tout un langage littéraire arabe. Adonis est un émancipateur. Il a émancipé l'expression littéraire avec évidemment un confrère aussi syro-libanais qui est Youssef El-Khal, qui est un grand poète. Et moi, je ne vous cache pas, j'ai découvert cette poésie dans les années 60, j'avais 14-15 ans, quand ils ont fondé ensemble, Adonis et Youssef El-Khal, la revue Charge, mais c'était une revue révolutionnaire. Ça a vraiment heurté les esprits et en même temps, c'était un choc libérateur. Peut-être plus important que ce choc libérateur dans la chanson de Bob Dylan.
Mais il faut voir ça à l'aune de la société arabe et de ce monde arabo-musulman. Ah, j'ai dit arabo-musulman. Mais vous vouliez dire quelque chose. Oui, oui, oui. Allez-y, je Oui, vois oui. votre impatience d'intervenir. Allez-y. Je voulais faire une légère digression parce que, et je vous laisserai revenir après sur le caractère poétique de ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi très courageux d'exprimer une laïcité forcenée, hein. On l'a vu à plusieurs reprises défendre l'idée que la religion ne doit en aucune manière se mélanger à la politique, c'est une affaire privée, et l'État doit respecter la totalité des individus, quelle que soit leur religion. Et il estime même que chacun de nous sommes la continuité de l'autre. Et c'est une perception qui est très très humaniste, hein, qui est proche de l'empathie d'une manière extrême même, hein. Ben justement, vous voyez, Adonis est l'homme des ruptures, dans le sens positif du terme. D'abord, cette rupture avec tout un patrimoine poétique arabe, énorme, énorme. Mais la poésie arabe occupe des bibliothèques et des bibliothèques. Vous me direz, oui, il y a de la versification et pas de la poésie là-dedans. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment l'histoire des poètes arabes, mais d'ailleurs, Goethe, même Hegel, les deux grands Allemands, l'un philosophe, l'autre poète, et je cite pas tous les poètes du monde qui ont admiré la poésie arabe, ont affirmé que les Arabes existaient par leur poésie, hein, bien avant le Coran. Ah. Alors la deuxième rupture, justement, et c'est là où je crois personne n'a fait attention à cela. Je reviendrai à la laïcité, mais c'est lié. Oui. Adonis insiste sur la richesse de tout ce qui est anté-islam, c'est-à-dire avant l'islam, ce qu'on appelle la jahiliya. Bien. Vous savez, le Coran lui-même, c'est mon avis là, je n'ai pas encore écrit mon livre sur le Coran, mais ça viendra un jour, j'espère. Vous voyez, le Coran lui-même est une révolution de l'expression littéraire. Parce que il défie le peuple, un des peuples les plus éloquents, parce que, je vous dis, les Arabes croient qu'ils sont les plus poètes, les plus éloquents. Voilà, c'est un fait. Hein. Et voilà que le Coran vient bousculer cette expression poétique par un discours en prose. Mais ce discours en prose est lui-même d'une poétique extraordinaire, surtout dans les sourates mécoises, c'est-à-dire les premières sourates, pas les sourates médinoises où après on a l'organisation de la société, ça devient des traités de droit, de jurisprudence, vous voyez, il n'y a pas ce souffle qu'on a dans les premières sourates, les plus brèves d'ailleurs. Et si vous voulez, Adonis va dire après qu'aucun grand poète arabe ne s'est inspiré ou n'a suivi le Coran. Oui et non. Parce que vous voyez, déjà, quand on défie la poésie arabe par une nouvelle expression en prose, mais le Coran déjà l'a fait. Vous me comprenez? Donc, ce qu'a fait Adonis finalement, en retrouvant des cadences de la prose arabe, par des assonances, par de nouveaux maîtres, par toute cette richesse intérieure de la poésie libre, ce qu'on a appelé la poésie libre. Hein? Et ça existait déjà dans le Coran, sauf que, vous voyez, le Coran n'avait pas pour but la littérarité poétique, il avait un message divin. Oui. Hein? Et c'est là où on comprend Adonis
parce que pour lui, la poésie est un message divin également. Hein. Et c'est en cela qu'il y a, au niveau psychanalytique, je dirais, une relation d'attraction-répulsion avec le texte sacré. Hein. Tout le monde, inconsciemment ou consciemment, imite ce langage du Coran en prose, mais qui est poétique, hein, tout en disant le Coran est inimitable. Vous voyez, c'est très complexe. Enfin, il faudrait que je m'exprime là-dessus dans des discours beaucoup plus longs. Mais c'est important. C'est-à-dire que Adonis croit que la religion est une affaire individuelle. D'ailleurs, et que le poète est porteur d'un message. Et c'est là où l'essence poétique chez Adonis rejoint le souffle poétique universel. Tout poète dans le monde ne peut ne pas aimer Adonis, parce que c'est le poétique éternel qui est dans sa poésie. Voyez-vous? Et ça, c'est très, très important. Alors, évidemment, le prix Nobel a insisté chez Bob Dylan, si vous voulez, cette nouvelle approche de la société, cette révolte contre les parents, cette révolte contre un cadre social, une façon de vivre. Mais cela est également présent chez Adonis. Et c'est là où on peut dire qu'Adonis n'a pas été simplement émancipateur dans le langage poétique. Non, il a été émancipateur d'une société en insistant, par exemple, sur l'aspect positif de l'athéisme. Il dit, moi j'adore les mystiques musulmans, mais je suis mystique athée. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, quelque part, tout mystique, bien qu'il soit très religieux, lié à Dieu et tout, il y a quelque chose qui dépasse la religion et qui parle à tout homme comme être humain, comme contact avec l'absolu, comme... C'est pour cela qu'il a raison quand il dit que la poésie est une étincelle qui ne s'apprend pas. On l'a ou on ne l'a pas. Voyez? Et je vais vous donner un exemple. Enfin, moi, je vous cache pas, j'ai travaillé avec Adonis en 84-85, quand il a été invité au Collège de France. Il devait prononcer 4 leçons sur la poétique arabe. Et j'avais travaillé avec Madame Minkowski, qui a été mon élève. Je l'ai aidé à se perfectionner en arabe et on s'est mis à 3, Adonis, Madame Minkowski et moi, Anne Wed Minkowski, pour ceux qui ne la connaissent pas avec son nom, qui est la femme du grand professeur Alexandre Minkowski. Donc on a passé 3 semaines, 4 semaines, le temps de prononcer ces leçons au Collège de France, à traduire ces 4 traités sur la poétique arabe. Hein? Et c'est là où j'ai pu admirer la profonde connaissance d'Adonis, non seulement de la poésie arabe, mais de la poésie universelle, de sa vaste culture philosophique. N'oubliez pas qu'au départ, il a une petite licence de philosophie de Damas, ouais. Mais en fait, c'est un grand autodidacte. Hein. C'est ça. On se demande ce qu'il n'a pas lu. Hein. On se demande ce qu'il n'a pas lu. Et puis, j'ajouterai à ça, vous voyez, il y a quelque chose de très important. L'autre rupture qui est importante, à part celle de la religion et de l'individu, que l'homme peut vivre dans un état laïque sans religion. Hein. D'ailleurs, souvent, le monde arabe a craché sur Adonis, l'a interdit, l'a mis à l'index, mais ça ne l'a pas empêché de continuer son combat. Donc, l'autre aspect, c'est la modernité. S'il y a eu un penseur moderne qui a marqué, après Taha Hussein,
l'Égyptien, au début du siècle 1924, c'est Adonis. C'est-à-dire, ce n'est pas un philosophe dans le sens précis du terme, mais c'est un grand penseur. Il ne se passe pas un jour dans les médias arabes, télévisés, écrits, où il est cité, mais des dizaines de fois, comme dit Adonis. Je ne vous cache pas, moi, dans mon agrégation d'arabe, en tête de ma dissertation arabe, c'était sur la pensée arabe, j'ai mis en exergue une citation que j'aime beaucoup d'Adonis. Qui peut convaincre les gens de la vallée de l'Euphrate, de la vallée de l'Euphrate? Qui peut convaincre les gens de la ville de Ma'arra de la valeur du poète Abul Ala? Man yuqni'u ahl al-Furat bil-Furat wa ahl al-Ma'arra bi Abil Ala. Je vous la cite telle quelle en arabe. Ça veut tout dire, c'est-à-dire, voilà en fait, vous arabes et musulmans, surtout musulmans, vous faites fausse route. Parce que ce poète Abul Ala était aveugle et était un poète plutôt athée. Il a écrit d'ailleurs l'Épître du Pardon, un chef-d'œuvre de la littérature universelle qui reprend un peu le dialogue des morts de Lucien le Syrien, mais à la manière islamique. D'ailleurs, on suppose, enfin, il y a beaucoup de thèses que sans doute Dante, dans sa comédie divine, s'est peut-être inspiré de ce poète Abul Ala. D'ailleurs, Anoued Bikovski et Adonis, après, vont traduire un recueil, un très beau recueil d'Abul Ala, ce poète Abul Ala al-Ma'arri, Abul Ala de Ma'arra, cette ville de Ma'arra, en français, une très bonne traduction. Surtout qu'Abul Ala, sa poésie est très difficile à rendre dans une autre langue. Vous voyez donc, c'est l'homme de la modernité. Quand vous dites Adonis, c'est la modernité. C'est la modernité dans tout. C'est les remises en question perpétuelles. Par exemple, vous pouvez lire sous sa plume après la modernité. C'est-à-dire, on a été moderne dans les années 56 en créant la revue Char. Et il ne s'est pas arrêté là. Hein? Quelques années après, il va lancer une autre revue qui est Mawaqif, qui continue d'exister péniblement, mais c'était une revue interdite dans tout le monde arabe. Mais c'était une des revues les plus lues dans le monde arabe, hein, où il faisait appel à toutes les têtes de l'étranger, surtout, et du monde arabe, des gens qui vivent, à s'exprimer sur des sujets qui fâchent, explosifs, sur la religion, l'organisation de la société. Et alors, il y a aussi un autre aspect, c'est que, puisqu'on a on a parlé de modernité et de philosophie, il ne faut pas oublier qu'Adonis ne s'est pas limité dans ses écritures à la poésie. Parce qu'il y a un Adonis prosateur. Il a, pour sa thèse de doctorat, il a rédigé le constant et le variable dans la pensée musulmane. C'est un petit chef-d'œuvre également, un appel. Bon, il y a beaucoup de choses à redire parce qu'on ne peut pas embrasser toute la civilisation arabe en un bouquin, voyez. Mais il a tenté, il a donné sa lecture et il a précédé en cela d'autres philosophes du Maghreb qui ont essayé après d'avoir une vision globale, une lecture globale de la civilisation arabe, style Al-Jabiri, Abd al-Jabiri, le Marocain, vous voyez. Et dans ce Al-Thabit ou Al-Mutahawil, en 3 tomes, il y a beaucoup d'interrogations existentielles sur le passé et le devenir des musulmans. C'est pour cela, moi je pense que Taha Hussein, dans le temps, aurait dû avoir le prix Nobel arabe, cet Égyptien, qui a mis en cause la poésie anti-islamique. Et du même coup, ça a éclaboussé un peu l'authenticité du Coran.
C'est pour cela qu'il a été poursuivi, puis après on lui a pardonné, et il n'a pas continué son œuvre. Il avait dit qu'il ferait des études sur les dialectes dans le Coran, puis il ne l'a pas fait, mais il a pensé, il a écrit beaucoup sur la culture arabe. Je ne vous cache pas, moi, élève de David Cohen, le grand sémitologue et linguiste, j'ai essayé de continuer au niveau linguistique uniquement au départ, l'œuvre de Taha Hussein, que je n'ai pas encore publiée. Et c'est là, si vous voulez, où on peut dire que Adonis mérite tout comme Taha Hussein, tout comme Neguib Mahfouz, qui est le monstre du roman, il mérite le Nobel. Et de loin et depuis longtemps. Je trouve même que c'est injuste qu'on ne lui ait pas déjà attribué le prix Nobel, si le prix Nobel est un critère de qualité, d'excellence, d'œuvre révolutionnaire. À tout point de vue, tout ce qu'a écrit Adonis incarne une véritable révolution de l'homme arabe, de la société arabe, de l'islam de l'avenir. On ne peut pas, vous voyez, étudier le XXe siècle arabe en ignorant l'œuvre colossale et poétique et en prose d'Adonis. Voyez-vous, moi je vous dis, puis en fait, moi je l'ai connu comme homme. La première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était à l'imprimerie à Beyrouth en 1967. Vous voyez? Et j'ai vu comment il m'a reçu. Je l'ai revu après, hein, quelques années après, quand il était en train de lancer la revue Mawaqif, n'est-ce pas, Situation. Puis je l'ai revu à Paris, j'ai travaillé avec lui, et je vois que, vous voyez, durant toutes ces années, c'est toujours un jeune homme qui n'arrête pas de s'interroger, de se poser des questions, surtout. Je crois qu'on lui en veut, parce qu'on a voulu, vu sa laïcité et son... Il le dit, il dit qu'il est athée, il le dit. Hein. On a voulu lui nuire avec ça en disant qu'il il soutient des dictateurs, qu'il est alaouite, tout ça. Mais honnêtement, Adonis n'a jamais rien eu à voir avec le pouvoir en Syrie. Ceci dit, je ne pense pas que le pouvoir syrien soit l'incarnation de la dictature. Il y a des dictateurs dans le Golfe qui sont, je veux dire, beaucoup plus l'incarnation de la dictature injuste et tout. Mais le fait qu'il soit minoritaire, vous voyez, tout ça a dû sans doute jouer. Et il y a des pressions. On a sûrement dans le jury de Nobel, il y a des gens qui ont fait pression pour faire plaisir à d'autres. C'est dommage. C'est dommage. J'espère que l'année prochaine, Adonis sera toujours en vie. Je lui souhaite longue vie et qu'il aura le prix Nobel. Il le mérite, mais largement, largement. Hein. Voilà, je peux vous parler longuement d'Adonis. Hein. C'est un sujet inépuisable. Et vous voyez, cette poésie en prose a été chantée, hein, pour rejoindre Bob Dylan. Il y a un ami, c'est Abed Azrié, un Syrien, qui a chanté la poésie d'Adonis avec une voix, très belle voix, grave, de basse. Et on voit très bien que cette nouvelle poésie se prête aussi à la chanson, malgré qu'elle échappe à la métrique arabe traditionnelle. Et c'est en cela qu'elle retrouve le sens premier de la poésie arabe qui est chantée. En arabe, on dit « chante-moi de la poésie ». D'ailleurs, bon, vous savez, les Arabes aiment les digressions. Le mot troubadour ou trouvère, c'est d'origine arabe. Ça vient du mot tarab, qui est l'extase musicale. Oui. Et le troubadour était celui qui narrait, comme les poètes d'Andalousie musulmane, arabe,
quelque chose, un chant. Toute la poésie courtoise nous est venue par l'Espagne. En Espagne, la poésie arabe a connu la plus grande révolution parce qu'elle est passée d'une poésie monorymique à polyrymique. En Espagne, on a connu dans un seul poème plusieurs rimes. Ce qu'aura fait Adonis au XXe siècle, c'est aussi important que la révolution arabe de la poésie en Andalousie. J'ajouterai qu'il y a deux grands poètes qui ont marqué le XXe siècle arabe. Avant un troisième, moi j'ai découvert la poésie évidemment moderne par un grand Syrien également, Nizar Qabbani, qui est un des plus grands poètes d'amour et qui était contemporain d'Adonis. Et c'est vraiment les deux poètes les plus lus, Adonis et Nizar Qabbani, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Qabbani méritait aussi le prix Nobel, hein. Mais je ne sais pas, il y a une dent peut-être au prix Nobel contre les Arabes. Je vais finir par croire ça. Jusqu'à l'arrivée de, évidemment, Mahmoud Darwish, qui est le grand poète palestinien, beaucoup plus jeune, qui est décédé, qui est venu après. Ce trio, voyez, c'est vraiment les fondements, hein, de la modernité arabe. Que ce soit au niveau de l'engagement sociétal, Oui. hein, parce que aussi Nizar Qabbani a fait beaucoup pour émanciper la femme arabe. Il a des poèmes extraordinaires. Il en est de même d'Adonis, mais la force d'Adonis par rapport à Darwish et Qabbani, c'est cette vision philosophique. Il a des horizons beaucoup plus larges que le poète palestinien et le poète syrien Qabbani. Donc, j'espère que Adonis va m'écouter. Je lui présente cet hommage comme ça, improvisé. Il mérite un hommage beaucoup plus étudié, documenté, mais ce n'est pas aujourd'hui mon rôle de le faire. Je crois que toutes les sociétés arabes portent l'empreinte d'Adonis. Adonis, je te souhaite longue vie. Je suis fier de tout ce que tu as fait comme chroniqueur, comme lanceur de revues, d'idées, et tu mérites plus que le Nobel. Voilà. Merci Bassam Tahan de nous avoir fait découvrir un homme d'exception, un révolutionnaire dans la plume. Et c'était un merveilleux hommage de son vivant pour un talent exceptionnel. Merci Tom et merci à Éveil Français pour ce numéro hors série, le premier. Et c'est bien que ce soit consacré à Adonis, qui est pour moi le premier des poètes modernes dans ce monde arabo-musulman. Merci Bassam Tahan. Merci Tom. Passez une bonne journée et puis à très bientôt, encore une fois, sur Éveil Français TV dans votre chronique Éveil Critique. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.